Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, Bezrat Hachem, nous allons commencer cette réunion d'information spéciale à l'IA. C'est le moment pour vous de partager le lien. Si vous avez des contacts qui peuvent être intéressés par cette réunion. Voilà, ça fait déjà 5 minutes que j'essaie d'envoyer un rappel par WhatsApp, mais j'ai un problème de connexion, les messages ne passent pas. Donc, voilà, je fais appel à vous pour m'aider avec les rappels, que ce soit dans les groupes ou auprès de vos proches. Je sais que la réunion a circulé pas mal dans les réseaux sociaux, donc voilà, c'est le moment de prendre le train en route, enfin, on va dire de prendre le train à son départ. Après, bien sûr, que celui qui voudra se connecter en route, cette réunion est enregistrée, donc il pourra rattraper le retard. Donc, on se présente. Je vais me présenter en première. Mon mari va se présenter après. Donc, je suis Lana Kaufman. Comme certains d'entre vous peut-être me connaissez par le biais des cours que je donne, par le biais des réseaux sociaux, les groupes, les YouTube, WhatsApp, etc. Nous avons décidé en fait de lancer ce projet de Zoom Alia parce que, en fait, pour deux raisons. La première, c'est parce que je reçois beaucoup de questions autour du sujet de la LIA. On prend conseil, le sujet d'actualité. Les gens s'intéressent à ça. Et c'est vrai que bon, c'est pour différentes raisons qu'on va pas détailler. C'est un sujet qui aujourd'hui est très redondant à tous les niveaux, dans toutes les familles. Et, et c'est vrai que bon, chacun a un avis par rapport à la question. Et il y a aussi une deuxième raison pour laquelle c'est important pour nous de faire ce zoom d'explication. Parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des cours de Torah, qui suivent des rabbinim, que ce soit ici en Eretz Israël ou que ce soit des personnes qui se trouvent en France et qui écoutent des rabbinim en France. Et il y a un petit peu cet élan de panique qui disent que voilà, on est dans la période pré-messianique, que c'est le moment de monter en Israël, que il faut absolument quitter, il faut tout lâcher, quitter. Il y en a même qui s'avancent à dire on prend 2 valises et on vient, on s'arrangera, etc. Donc nous, en fait, on voulait un petit peu méditer sur cet élan de panique, d'accord, et dire que voilà, une alliance, c'est quelque chose qui doit se préparer, c'est quelque chose qui doit être fait avec de la volonté. On vient pas en Israël parce qu'on cherche à fuir quoi que ce soit. On vient en Israël parce qu'au contraire, on essaye d'établir ici une vie nouvelle et on vient en Israël dans le but de réussir sa aliyah, justement, pas dans le but de venir et de se planter. Donc, c'est important pour nous de présenter des personnes qui sont compétentes dans le sujet. C'est important pour nous aussi de lier le côté Torah et Ashkafa, comme on dit, c'est-à-dire le point de vue aussi de la Torah, comme quoi c'est vrai qu'il y a une mitzvah de venir en Israël, c'est vrai qu'on est dans une période qui est houleuse, on est dans les temps pré-messianiques, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais c'est pas une raison aussi pour tout planquer et pour tout planter et venir comme ça de manière irréfléchie. Et donc, pour les personnes qui ont un projet concret ou non de Aliyah, on a dit, voilà, on va présenter un petit peu des choses qui pourraient intéresser. C'est une première réunion. Il peut y en avoir d'autres, Bezrat Hachem, selon la demande. Et à chaque fois, on pourra parler peut-être d'un sujet spécifique ou rentrer dans quelque chose à votre demande. On a cette idée, ça va dépendre de vous, d'accord. On a cette idée de faire un zoom explicatif autour de l'ALIA une fois par mois. Et à chaque fois, ça peut être dynamique, ça peut être à chaque fois avec des personnes qui suivent la série de Zoom, ou ça peut être aussi avec des personnes qui vont tout simplement au fur et à mesure connaître voilà ce projet, de faire un question-réponse, d'essayer d'entendre des témoignages de personnes qui sont venues en Israël, d'entendre les réussites, mais d'entendre aussi les difficultés, parce qu'il n'y a pas que des réussites, il faut savoir aussi qu'il y a une réalité, il y a un choc des cultures quand on arrive, surtout pour les Français. Donc il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en fait en avant, ce qui permet, Bezrat Hachem, à toutes les personnes, comme je disais, qui ont un projet concret ou non d'Aliyah, de s'ouvrir l'esprit à ce sujet. Et si Bezrat Hachem, ce projet se matérialise, que les personnes peuvent donc arriver en Israël, mais de manière avertie, de manière préparée, et avec, si Dieu veut, les bonnes réponses aux vraies questions. Donc ça, c'était un petit peu pour présenter le projet et pour expliquer donc pourquoi ce Zoom a été mis en place et pourquoi on veut commencer donc cette série et Bezrat Hachem, voilà, donner ce service.
Maintenant, je vais raconter ma petite histoire en quelques mots parce que je veux déjà passer la parole à mon mari. Mon histoire, elle est assez simple. Je suis arrivée en Israël il y a déjà 21 ans. Et grâce à Dieu, j'ai fait une alia seule, sans les parents, en tant qu'étudiante juste après mon bac. Et c'est vrai que je suis venue vraiment par un projet, un idéal de sionisme, parce que je voulais voilà, vivre la vie en Israël, connaître ce pays qui est en développement économique, un pays de jeunesse. Et je me sentais pas vraiment évoluer en France, en tout cas en tant que personne célibataire. Après le bac, j'ai dit si je commence le cursus de mes études, la fac, etc. en France, c'est possible qu'entre-temps je rencontre quelqu'un, que je me marie en France, etc. Donc je me suis dit, c'est pour moi le moment de monter. Et donc, je suis arrivée à Jérusalem une première année. J'ai eu une année très, très bien encadrée, grâce à Dieu, qui a été prise en charge par l'agence juive. Je suis arrivée dans le cadre d'un programme pour étudiants. Et après donc cette année d'Oupan, j'ai tout de suite intégré une faculté en Israël. J'ai fini un diplôme d'ingénieur. J'ai, grâce à Dieu, fini mon diplôme avec excellence et un diplôme d'ingénieur dans le génie industriel et les systèmes d'information. Et en tant qu'étudiante, j'ai trouvé donc un poste à l'industrie aérospatiale d'Israël, ce qui m'a permis donc d'intégrer très vite le système israélien, une grosse compagnie israélienne, et d'avoir donc une opportunité vraiment de travailler dans des très gros projets. Un des projets qui a été vraiment mon petit bébé, on va dire, c'était le projet du Dôme de Fer, parce que bon, c'est bien sûr un projet Kippat Barzel, voilà, c'est un projet que tout le monde connaît. Et grâce à Dieu, j'ai pu vivre donc 17 ans de carrière dans ce cadre, et j'ai évolué donc avec la société israélienne, avec la culture israélienne, et je me suis vraiment, grâce à Dieu, adaptée. J'ai vécu une très belle alia. On va dire que ça a été une alia très réussie pour moi. Au fur et à mesure des années, bon, j'ai changé de statut, je me suis mariée. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Et j'ai aussi changé de ville. On a déménagé de Jérusalem, j'ai déménagé à Ashdod, là où je travaillais d'ailleurs. Après, on est revenu en tant que mariés à Jérusalem. Bon, j'ai fait plusieurs villes. Et aujourd'hui, cela fait 1 an qu'on a pris la décision, mon mari et moi, d'arriver à Tibériade. Et c'est une ville en fait qu'on ne connaissait pas plus que ça. On est venu un petit peu pour un idéal spirituel et religieux, parce que bon, c'est quand même une des 5 villes saintes d'Israël, une des 4 villes saintes d'Israël, pardon. Et c'est vrai que bon, c'est aussi la ville de la Géoula. Il y a énormément d'écrits qui racontent sur cette ville. C'est une ville qui est le berceau du judaïsme contemporain. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette ville. Bezrat Hashem, on va en reparler plus tard. Et donc, le fait qu'on soit arrivé ici à Tibériade, ça a été un changement pour nous dans notre vie. Puisque bon, moi, ça fait 2 ans que j'ai quitté mon travail dans les grosses boîtes. Maintenant, je suis dans toute une autre branche. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est kirouv, donc cours de Torah, Zikouya Rabim, etc., mais plus dans une optique de bénévolat. Et à côté, puisque j'avais fait une formation de réflexologue, donc à côté aussi que je fais de la réflexologie. Donc pour dire comme quoi, c'est intéressant, parce qu'en Israël, c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités. C'est pas comme en France où des fois les cadres, et bon, bah, ils sont rentrés dans une niche et ils sont carriéristes. On reste 40 ans ou 50 ans dans une boîte jusqu'à ce qu'on parte en retraite. Là, c'est vrai qu'on peut vraiment se refaire et se renouveler au fur et à mesure des opportunités. Voilà, c'est un des exemples où quelqu'un qui a eu une carrière complètement réussie en tant qu'ingénieur, ben voilà, je me renouvelle et je change complètement. Et maintenant, je fais des soins de réflexologie, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est vrai que ça a été pour moi aussi une sorte de délivrance personnelle, parce que bon, bah, l'ambiance des gros projets, des grosses boîtes, c'est beaucoup de stress. C'est pas toujours en accord avec une vie de famille. Alors c'est vrai que ça permet un équilibre au niveau financier et une sécurité de l'emploi. Mais bon, à mon âge et dans ma situation, je cherchais quand même un autre idéal. Et donc, c'est ce qui m'a permis de réfléchir et de me mettre à mon compte. Et voilà, il fallait de l'audace. Mais quand on a la foi et quand on a, j'ai envie de dire, quand on est assidu, ben, Kadosh Baruch Hu, il aide et il ouvre les portes. Donc, ça, c'est un petit peu pour parler de mon expérience. Maintenant, en ce qui concerne de manière plus largement la alia des personnes qui montent aujourd'hui, je me rends compte que entre
la génération dans laquelle je suis montée il y a 21 ans et la génération qui arrive aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On vient peut-être avec un idéal différent. Comme je disais, moi, j'ai vraiment fait ce choix. Aujourd'hui, il y a des personnes qui choisissent d'aller un petit peu par défaut parce qu'ils sentent que l'étau est en train de se serrer en France. Et c'est vrai que bon, il y a un problème d'antisémitisme qui est ressenti. Les jeunes ne sentent pas qu'ils ont un avenir là-bas. C'est pas seulement à cause d'antisémitisme, mais je pense que au niveau économique, au niveau du pays, c'est un pays qui est un petit peu en vieillissement. D'accord? Je sais pas si je me trompe, mais moi en fait, ça fait des années que j'ai quitté la France. Je ne sais pas en parler. Ce que je dis, en fait, c'est tout simplement le reflet de choses qu'on me raconte. Des gens qui me contactent, qui demandent conseil, qui me parlent. Donc, je raconte un petit peu ce que j'entends. Et en fait, aujourd'hui, les gens, ils cherchent un petit peu une sorte de porte, des fois, c'est même une bouée de secours parce qu'ils sentent que s'ils restent en France, ils se sentent un petit peu perdus. On m'a dit que la qualité de vie pour les Juifs en France s'est beaucoup dégradée ces 10 dernières années. Et là, encore plus depuis l'année dernière, avec ce qui s'est passé, malheureusement, la fameuse date du 7 octobre qui est devenue historique pour tous les Juifs, que ce soit en Israël ou dans le monde entier. Et c'est vrai que malgré les problèmes sécuritaires et malgré le challenge face auquel se trouve Israël aujourd'hui en cette période de guerre, eh ben, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dossiers de Aliyah qui sont ouverts auprès de l'agence juive. Et les gens, au contraire, ils veulent venir et ils veulent trouver vraiment ici une solution, la solution de l'époque, enfin la vision qu'avait eu Herzl à l'époque de créer un foyer national juif ici sur la terre d'Israël. Et donc aujourd'hui, ce ressenti, ce besoin d'appartenance, ce besoin de se sentir à la maison dans son foyer national se fait ressentir de plus en plus. Et donc voilà. Donc, comme je disais, au-delà des lampes paniques, au-delà de l'idéal religieux, au-delà de l'envie peut-être des fois de fuir une réalité qui est devenue pénible, il faut quand même savoir donner donc, comme je disais, des vrais conseils, des bonnes solutions et aussi présenter, puisqu'on est un petit peu là pour ça, présenter aussi des projets que nous avons qui se sont mis en place vraiment pendant ces derniers mois. Et ça devient de plus en plus concret. Donc, on a dit, ben voilà, il faut qu'on en parle parce qu'il y a que quand on parle et qu'on tient au courant les gens un petit peu de ce qui se passe que, ben, après, on peut savoir ce qui est mis à notre disposition. Voilà, Bezrat Hachem. Donc, je vais vous dire très sincèrement, les enfants devaient dormir, mais finalement, ils sont venus. Donc, mon mari, il est parti s'en occuper. Je vais échanger la garde, je vais faire changement de garde, je vais partir m'en occuper et je passe la parole à mon mari. Juste avant ça, je voudrais présenter deux intervenants qui sont très chers, qui sont avec nous ce soir et qui sont justement là pour permettre à répondre à vos questions. Comme j'ai dit, nous on est là un petit peu pour lancer le projet, le besoin, mais après pour répondre concrètement aux questions en tant que spécialité d'Alia vraiment, nous avons ce soir Monsieur Moshe Baudouin, qui est un chef de projet d'intégration qui a été implanté donc par l'agence juive ici à Tibériade. C'est une très grande chance d'avoir quelqu'un comme Moshe Baudouin ici parce que bon, vous allez entendre aussi des témoignages. C'est pas dans toutes les villes qu'on a la chance d'avoir un chef de projet français qui est responsable donc de ces choses-là. Énormément d'expérience, beaucoup de familles grâce à Dieu qui sont passées par lui. Et donc c'est ce qui va permettre vraiment des questions, des réponses claires à vos questions et aussi à vos hésitations. Donc, bonsoir Moshe, Bezrat Hachem, on vous donnera la parole un petit peu après. Et nous avons aussi Elisabeth Benamou, qui est une nouvelle émigrante d'il y a 1 an et demi, qui est arrivée sur la ville de Tibériade. Mais bon, Elisabeth Benamou, grâce à Dieu, est bénévole dans tellement de choses. Elle est en réseau avec beaucoup de communautés, beaucoup d'activités un petit peu à travers le pays et aussi sur Paris, etc. Donc, elle va d'ailleurs être, si Dieu veut, à partir du 19 décembre à Paris. Donc, on va aussi proposer la possibilité de la rencontrer. Elle a réussi à acquérir quand même de l'expérience auprès d'aide au LIM, etc. Donc, on va un petit peu écouter plus tard son expérience et ce qu'elle propose. Et si vous avez besoin éventuellement de poser des questions, de la rencontrer quand elle sera sur Paris. Donc, elle se donnera, elle fera cela avec plaisir. Et nous allons aussi déjà annoncer un projet qui nous tient à cœur. C'est qu'en fait, toutes les personnes qui sont présentes ce soir, qui veulent aussi faire passer ce message,
il faut savoir que même si on n'a pas un projet concret d'Alia, c'est très important de commencer à apprendre l'hébreu. C'est notre langue en tant que c'est une langue qui en tant qu'identité, d'accord, c'est la langue de nos textes, de nos patriarches, de notre Torah. Et c'est aussi l'hébreu moderne, c'est aussi la langue qui est parlée ici au pays. Donc c'est vrai que quand on arrive dans certaines villes où il y a des communautés françaises très très bien organisées, alors on n'a pas vraiment besoin de parler l'hébreu en arrivant, mais ça va pas être forcément quelque chose de bien de rester en fait que dans un milieu français et de ne pas apprendre la langue parce qu'au bout de 20 ans, on va se retrouver au point zéro. Donc même en étant encore à Paris ou à Marseille ou en Belgique ou au Canada, c'est bien de commencer à faire un Ulpan et justement on va proposer ce service de faire un cours d'Ulpan par semaine entièrement gratuit, complètement ouvert à tous ceux qui veulent se connecter. Ce sera un Ulpan d'un niveau en fait débutant dégrossi, on va appeler ça comme ça, c'est ce qu'on appelle Ulpan bête. Et en fonction des besoins, en fonction des demandes, alors on pourra éventuellement ouvrir d'autres groupes parce que c'est très important de prendre ça en projet et de travailler en amont sur la langue. Comme ça, quand on arrive, on n'est pas trop perdu et trop paumé. D'avoir au moins le minimum de vocabulaire pour pouvoir s'arranger voilà, dans les besoins quotidiens. Voilà, donc mon cher mari a eu le temps de revenir. Voilà, je te passe la parole. Voilà, et non, j'ai ouvert donc le sujet. J'ai un petit peu parlé de mon expérience donc et de mon histoire personnelle. Donc maintenant, on a eu le temps aussi de présenter Monsieur Moshe Djoubouin et Madame Elisabeth Benamou qui vont intervenir par la suite, les attachés. Bezrat Hashem, Erev Tov, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Yirmiyahu Raphaël Kaufman et certains d'entre vous peut-être me connaissent de certains cours que j'ai donnés par Zoom ou sur la chaîne YouTube récemment, sur la nouvelle chaîne YouTube Osé Shalom. Moi, je suis né à Los Angeles, aux États-Unis. Et bon, dans mon enfance, j'habitais différents pays, tous en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, en France, en Allemagne, en Angleterre, et bien sûr, la plupart de mes années, c'était aux États-Unis. J'ai fait mes études, mon bachelor's, ma licence, dans une université en Californie, diplôme d'ingénieur, et juste après, je suis venu, je voulais, c'était un rêve pour moi de venir habiter en Israël. Pas pour les mêmes raisons que pour lesquelles vraiment je suis venu par la suite, mais ça a toujours été un rêve pour moi de venir habiter en Israël. Et finalement, justement, à l'université, pendant mon diplôme d'ingénieur, je me suis renforcé. J'ai fait tchouva, je me suis renforcé dans la Torah, dans les mitzvot, et je suis venu, on m'a parlé d'une yeshiva en Eretz, qui était une yeshiva cool. C'est pas une yeshiva dans le style Bnei Brak ou Mea Shearim, c'est une yeshiva qui est ouverte avec une mentalité américaine et qui en plus se trouvait juste en face du Kotel, en plein centre dans la vieille ville de Jérusalem. Donc j'ai dit pourquoi ne pas tenter le coup? J'ai commencé avec un programme en pensant que j'irais pour 2 mois. Finalement, j'ai dit bon, je vais rester 4 mois, ça sera pas assez sinon. Après j'ai dit bon, allez 6 mois et finalement j'ai fait presque un an à la yeshiva. J'ai eu beaucoup de mal de rentrer à Los Angeles, mais je suis rentré pour trouver un travail. Et finalement, je suis retourné 2 ans après dans une autre yeshiva en Israël pour vraiment approfondir l'étude et m'intégrer davantage en Israël. Mon but, c'était d'abord de m'intégrer plus dans le milieu religieux, mais c'était aussi éventuellement de me marier. Je ne savais pas comment ça serait en fait je ne voulais surtout pas me marier à Los Angeles ou aux États-Unis, sachant que en général, c'est beaucoup des familles qui se marient là-bas sont très intégrées déjà aux États-Unis et veulent rester. Pas tout le monde a forcément envie et le courage parfois de faire la aliyah une fois marié. C'est beaucoup plus compliqué une fois qu'on est marié et surtout quand on a des enfants. Donc c'était pour moi quelque chose de très important d'arriver d'abord en Eretz Israël et ensuite Bezrat Hashem de me marier. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivé, j'étais en yeshiva. 1 an et demi après, j'ai rencontré ma femme, Ilana, et on s'est mariés. Et ça, c'était un parcours de quelques dizaines d'années résumé en 2 minutes. On a habité au début à Yerushalayim, à Jérusalem.
Ensuite, on était à Ashdod quelques années. On est revenu à Jérusalem et là, maintenant, on est sur Tibériade. Comme je dis tout le temps, Tibériade, enfin, j'en parlerai dans quelques minutes, mais Tibériade, c'est une ville assez spéciale. Et je pense qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. On n'exprime pas suffisamment la valeur que représente qu'a cette ville et surtout le potentiel que cette ville elle a par rapport à d'autres villes. Tout le monde connaît Israël, c'est Jérusalem, c'est Tel Aviv, c'est peut-être Ra'anana, c'est Netanya, les grandes villes, les villes connues. Netanya, si quelqu'un il veut déménager de Paris à Paris, alors il va à Netanya. Quelqu'un qui veut être à Ra'anana, alors c'est aussi une sorte de communauté française très, très large. Puis après, nous avons Ashdod, et bien sûr, tout le monde veut arriver à Yerushalayim, qu'on soit religieux, pas religieux, sioniste ou pas, on veut tous arriver à Yerushalayim. Mais Tibériade, on la met un petit peu de côté, ça reste une ville qui est une des quatre villes saintes, mais c'est une ville si on devait la catégoriser, si on devait la résumer en quelques mots, c'est Kivrei Tzadikim, les tombeaux des saints, la Kinneret et en gros les vacances. Mais il y a tout un autre aspect, il y a vraiment une vie qu'on peut vraiment, vraiment faire ici à Tibériade. C'est une ville qui a un grand potentiel. C'est vraiment pour ceux qui veulent habiter dans une ville. Donc Tibériade, c'est une ville. Pour ceux qui veulent se sentir aussi, pas dans une grande ville, plutôt à la campagne, c'est la campagne dans la ville. Donc elle a vraiment tous les aspects, elle a vraiment beaucoup d'avantages. Bien sûr, si on parle un petit peu de manière générale, les gens, les personnes, l'ambiance ici à Tibériade est très agréable. Les gens sont très chaleureux, très gentils. Tout le monde est vraiment l'un pour l'autre. Il y a de très belles communautés religieuses, plus religieuses, moins religieuses, mais il y a de toutes les communautés. Il y a beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de francophones qui sont, comme on dit en anglais, undercover. On ne sait pas qu'ils sont francophones, ils se sont déjà intégrés. Mais c'est vrai que cette ville, même pour les francophones, a un très grand potentiel de vraiment réunir. Si plus de Français viendront sur cette ville, il y a vraiment un potentiel de vraiment créer un centre, une communauté ici à Tibériade qui renforcera pas seulement la communauté française, mais qui, je pense, apportera aussi énormément à la communauté israélienne déjà intégrée et qui habite ici déjà depuis quelques générations à Tibériade. Donc, donc ça, c'est par rapport à Tibériade et Israël de manière générale. Ma femme a déjà parlé un petit peu du fait que beaucoup de personnes, pour différentes raisons, veulent venir habiter en Israël, veulent faire la Aliyah. Ce que j'aimerais peut-être dire, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant que je n'étais pas là, mais une des choses, différentes personnes, différents âges, différents groupes, différentes situations financières ou sociales, des personnes de tous ces différents milieux ont la volonté, ont l'ambition, veulent vraiment faire la Aliyah en Eretz Israël, mais on ne sait pas toujours comment. Moi, par exemple, je suis venu en Israël et j'ai fait ma Aliyah d'Israël. Je pensais qu'en fait, je retournerais à un moment donné et je ferai l'Aliyah des États-Unis, de Los Angeles, mais finalement, ça a été fait directement sur place. Voilà, je suis venu plus en touriste, même si c'était pour un but de rester, mais j'étais un petit peu indécis par rapport à ça. D'autres personnes, non, ils veulent tout planifier dans leur pays, que ce soit en France, aux États-Unis, peu importe. Dans le pays dans lequel ils sont, ils veulent déjà tout planifier, ils veulent savoir où est-ce qu'ils atterrissent, dans quel appartement, quel travail les attend, quelle situation financière, quelle situation au niveau de l'éducation des enfants pour ceux qui en ont, surtout les enfants en bas âge. Chacun, en fait, vient avec différentes conditions, avec différentes approches, avec différentes manières de vouloir faire ça aliyah. Il y a des personnes qui ont plus de moyens, des personnes qui ont moins de moyens, mais je pense que le point commun pour tous, c'est que tout le monde a besoin, surtout quand on ne connaît pas tellement la mentalité israélienne, et encore plus quand on ne parle pas tellement la langue, alors c'est très important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. L'accompagnement, c'est quelque chose qui vaut vraiment de l'or. Et si on a quelqu'un
en Israël, ou en l'occurrence, par exemple ici à Tibéa, nous avons Bezrat Hashem, Monsieur Baudouin, Moshe Baudouin, donc qui vraiment il accompagne toutes les personnes pour vraiment les aider à s'intégrer à tous les niveaux, dans tous les domaines. C'est un travail extraordinaire qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or parce que depuis le moment où vous dites que vous voulez faire votre aliyah, jusqu'au moment où vous arriverez en Israël, à Tibériade par exemple, si vous aurez Moshe Baudouin, alors vous serez vraiment accompagné, vous serez vraiment pris en main, mais pas seulement pas que jusqu'au moment où vous arrivez, même par la suite, parce que il y a beaucoup. Hmm. Même 10 ans après. Voilà, même 10 ans après. Donc, que ce soit pour les banques, que ce soit pour la sécurité sociale, que ce soit pour les aides médicales, tout ça, c'est quelque chose, c'est un système qu'il faut connaître, c'est un système qu'il faut apprendre. Et ça peut raccourcir des mois et parfois même des années quand on a quelqu'un qui a déjà l'expérience, qui a déjà fait toute cette expérience, qui lui-même est déjà intégré et qui peut, et en plus, qui est disponible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or, d'avoir un contact qui peut répondre à toutes les questions, qui peut nous aider, nous accompagner et nous prendre en main à tous les niveaux. Donc ça, hmm. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait, ce contact, ces derniers temps, ces derniers mois, Baruch Hashem, et nous voyons un très grand potentiel, en fait. Déjà de la part des francophones, nous voyons une très grande envie, une très grande volonté de vouloir faire la Aliyah. Mais comme nous l'avons dit, différentes personnes, différentes situations, différents obstacles. Et le fait, et donc c'est un petit peu aussi quelque chose qui nous a motivés à faire ce Zoom, de commencer, de prendre cette initiative, de commencer ce nouveau chemin, de vraiment réunir toutes les personnes intéressées, même un petit peu intéressées, peu importe, que ce soit les personnes qui sont déjà prêtes à prendre leur billet d'avion demain, ou que ce soit les personnes qui veulent prendre des renseignements et s'intéresser et faire leur chemin petit à petit. C'est vraiment une opportunité pour toutes les personnes. Là, pour l'instant, nous avons quelques dizaines de personnes sur le groupe qui sont connectées, mais Bezrat Hashem, ce cours, il sera diffusé. Et c'est très important de vraiment le transmettre, de l'envoyer, de le partager avec le maximum de personnes pour justement leur donner cette opportunité, ce contact que nous proposons, que nous offrons à toutes les personnes intéressées de venir en Eretz Israël. Donc, j'aimerais passer la parole à Monsieur Baudouin, qui va nous enrichir avec son expérience, avec son savoir, avec tout ce qu'il peut nous offrir. Et bien sûr, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à ouvrir le microphone ou à les écrire. Et voilà, donc, Monsieur Baudouin, Bechavod. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça va? On vous entend très bien. Ok, bonjour. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je me présente. Bon, je suis Moshe Baudouin. Je vais me présenter très, très rapidement mon chemin en tant que nouvel immigrant aussi. Bon, ça fait 45 ans que je suis en Israël, marié avec des enfants, des petits-enfants et, et du travail surtout, ce qui est une des choses les plus importantes. En général, quand on arrive en Israël, avant même de venir en Israël, il est important d'avoir un contact avec quelqu'un qui vit en Israël et surtout un projecteur. Le projecteur, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va venir et qui va vous recevoir et, et déjà vous montrer la réalité d'Israël. On a beaucoup de gens vont vous donner des conseils, beaucoup de gens vont venir et vous dire oui, moi j'ai eu le droit à des réductions sur l'électroménager, on va te donner un logement, on va te donner ceci, on va te donner cela. Le fait de la alia, c'est la réalité d'aujourd'hui, elle est très différente de la réalité d'hier pratiquement. Il y a toujours des choses nouvelles, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent. Et le but, c'est vraiment de connaître quelqu'un qui soit capable de venir et de vous dire, écoutez, monsieur, madame, ça, aujourd'hui, c'est comme ça et c'est pas autre chose. Maintenant, il y a énormément d'organisations et de groupes
qui vont venir. Vous allez venir, vous allez connaître un groupe A, B, C qui va vous dire ah oui, mais nous on va vous donner ceci, on va vous donner cela, il y aura tout, vous avez tout. Moi, j'ai une philosophie, c'est de dire très clairement ce que les gens peuvent faire et ne pas faire. Quand on vient en Israël, on a le rêve d'avoir un travail, on a une profession. Je m'excuse, mais si on est tailleur de pyramides, quand on arrive en Israël, on a très peu de chances de construire des pyramides. Je prends ce modèle parce que c'est finalement ce que les Bnei Israël ont fait quand on est arrivé ici. La, la particularité de la Alia, des fois on se dit ouais, moi je vais à côté, je vais être très proche de ma famille, je vais venir, ils vont m'aider, etc. Sachez que la vie en Israël, elle est, les gens sont très pris. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire je vais vous aider, ça va, il n'y a pas de problème, je suis là pour toi. Et malheureusement, quand on arrive sur le fait accompli, on se rend compte que il faut se débrouiller pratiquement tout seul. La deuxième chose qu'il faut aussi regarder, c'est quand on arrive, euh, on a besoin d'un confident, on a besoin de quelqu'un qui va. On n'a pas forcément l'hébreu, donc dès qu'on arrive sur des grandes villes, il faut attendre qu'il y ait un ulpan qui s'ouvre, etc. Dès qu'on part sur une petite ville, les choses sont plus faciles. D'abord, les choses sont plus proches. Donc, moi, en tant que projecteur, je connais à peu près euh, toutes les administrations. Et faire son alia ici, dans une grande ville, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais moi, je sais que à Tibériade, quand je dis que euh, tout ce qui est administratif va prendre une semaine et après, on a une semaine pour rechercher un appartement, je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour dire que c'est la façon de travailler. Alors oui, il y a autre chose. Beaucoup font l'erreur de se dire, attendez, moi je vais acheter mon appartement avant de venir, et comme ça, je sais où je vais aller, je sais où je vais m'installer. Moi, je pense que c'est une des premières erreurs qu'on fait dans la Alia. Pourquoi? Parce que, on connaît pas forcément la ville, on ne sait pas où va être le travail aussi. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que même si je connais la ville, je ne sais pas quel est le quartier, j'ai aucune idée comment c'est organisé, parce que toutes les villes sont différentes les unes par rapport aux autres. Et, et je risque d'être très surpris. Et quand j'ai un appartement sur le dos et un prêt, etc., je ne vais pas m'en débarrasser demain matin. À Tibériade, on a une formule qui est très simple. On donne une adresse à tous les nouveaux émigrants, qu'ils soient célibataires, en famille ou du troisième âge. Et on donne une adresse pour 15 jours. Durant ces 15 jours, les nouveaux émigrants sont logés en chambre d'hôte, avec tout ce qu'il faut pour frigidaire, douche, etc. On va dire que c'est un petit studio. Et durant cette période de 15 jours, on fait vraiment toute la procédure qui est nécessaire pour le premier pas en Israël. Bien évidemment, je le dis à tout le monde, je suis là pour vous aider, je vous accompagne partout, que ce soit à la Coupat Trolim, à la banque, au Misrad Aklita, ou ne serait-ce que pour aller voir un docteur. Je crois que Irmiaou l'a bien dit aussi, et Ilana, il y a des personnes qui vont avoir besoin de mon aide pendant la première année. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de mon aide pendant 10 ans. Et il y en a, j'en ai malheureusement ou bien heureusement, c'est pas péjoratif. J'ai des gens que j'aide, ça fait 30 ans. Je suis toujours là et il faut aider. Donc, un jour, il m'a demandé, dis-moi, je sais pas exactement ce que tu es.
Tu es un projecteur, tu es un accompagnateur, ou alors tu es un ami, un confident. Je dis, je suis tout ce que tu veux. L'important, c'est que tu réussisses ton alia. Alors, bon, je vous ai donné un lien sur les messages. Vous pouvez vous inscrire. Je vous mettrai des vidéos. Je vous mettrai vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je suis pour le contact humain. Je suis pour que les gens nous parlent, me disent comment où ça bloque et pourquoi ça bloque. Et je suis là vraiment pour aider dans tout ce qui est avant Alia, pendant la Alia et après la Alia. Je, je vais passer je vais passer la main à Elisabeth parce que bon, je peux parler toute la journée et toute la nuit, donc on va quand même essayer d'avancer. Elisabeth, bonjour. Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, écoutez, moi, j'ai quitté Paris 19, au mois de septembre l'année dernière pour venir m'installer avec mon mari à Tibériade. C'était un rêve de plus de 40 ans. Et un petit peu auparavant, j'étais venue faire un voyage d'exploration. J'ai eu la chance de rencontrer Moshe, qui m'a expliqué un petit peu tout ce qu'il faisait pour l'intégration. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a convenu. Donc, je suis arrivée début septembre et donc je peux témoigner. On m'avait dit au départ, oh, tu sais, ça sera la galère pour faire les papiers, pour remplir les documents, etc. Et en réalité, ça m'a pris exactement une semaine avec au milieu un Shabbat et Rosh Hashanah. Et nous avons rempli tous les documents en quasiment une semaine. Donc ça, c'est pour montrer l'efficacité de Moshe ici à Tibériade. Malheureusement, peu de temps après, il y a eu cette malheureuse guerre et c'était un petit peu compliqué, mais disons qu'on a été très encadré, très soutenu, que ça soit par l'agence juive ou par le Beth Aolé avec Moshe. Donc, on a passé cette guerre dans les meilleures conditions possibles. Et moi qui étais venue, plutôt à la retraite pour faire des choses intéressantes, pour faire du bénévolat, écoutez, j'ai trouvé le tremplin et grâce à Dieu, depuis l'année dernière, on a mis en place beaucoup d'activités, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, que ce soit des activités de loisirs, de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement, vraiment beaucoup de choses. Et je crois que la ville est maintenant très à même d'accueillir des personnes, quel que soit leur âge, que ce soit des familles avec des enfants, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui partent à la retraite. Je crois qu'on a mis en place, grâce à l'association qu'on a créée, un cadre qui va permettre à chacun d'évoluer, de s'épanouir dans cette ville, qui est une ville extraordinaire, dont les habitants sont extrêmement chaleureux. Et comme l'a dit Yirmiyahu, on a la ville à la campagne, on a le lac, on a les collines derrière nous. C'est vrai qu'il fait chaud l'été et qu'il pleut beaucoup au mois de février, mais voilà, je crois que ce sont vraiment les seuls petits inconvénients. Mais je crois pas qu'à Paris il fasse meilleur ou quels que soient les endroits où on va être, il y a quelques inconvénients, mais je crois que si on pèse des deux côtés, il y a surtout beaucoup d'avantages. Et comme l'a dit aussi Ilana tout à l'heure, écoutez, voilà, moi la semaine prochaine, je viens à Paris pour faire un petit séjour et je suis prête à vous rencontrer, à discuter avec vous de vos projets si vous en avez. Et voilà, pour que vous puissiez mettre le pied à l'étrier. Et pour ceux qui ont des familles, honnêtement, ceux qui ont des enfants jeunes ou moins jeunes, je crois que c'est un lieu propice à l'étude et à l'épanouissement des enfants, peut-être beaucoup plus que dans des villes bien connues. Voilà, je sais pas si j'ai dit l'essentiel. Je sais pas si vous avez des questions peut-être sur le chat ou si des gens veulent intervenir. Oui, alors merci beaucoup Elisabeth. Merci de m'avoir donné la parole.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je me suis connectée par le téléphone. Je peux plus être tellement là-bas dans la chambre. Alors, déjà, je voudrais un petit peu appeler les participants à s'exprimer, que ce soit par le chat ou en ouvrant vos microphones. Moi, de mon côté, j'ai réuni en fait des témoignages de personnes qui ont fait leur alia depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Donc, on peut aussi mettre à l'antenne des témoignages enregistrés que j'ai recueillis. Mais avant de faire vraiment peut-être de passer au témoignage, en fait, cette réunion, elle est vraiment faite pour vous. Interlocuteurs. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des hésitations, si même que ce soit une question au niveau de HKFA, c'est-à-dire de pensée juive, de religion, ou même tout simplement une question technique administrative, on essaye de donner ici les réponses. Et c'est vraiment en fait la plateforme pour vous permettre à vous donc de prendre la parole et d'exprimer ce qui peut éventuellement vous préoccuper ou au contraire ce qui peut vous motiver ou vous animer, Bezrat Hashem. Je peux prendre la parole? Je peux demander? C'est Sarah Laurence. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Erev Tov, bonsoir. Erev Tov. Nous, enfin, j'ai déjà partagé un peu des questions avec Ilana et Rav Kaufman. Là, maintenant, pour ce qui est Tibériade, quel est d'ordre les loyers? Quels sont les prix des loyers par rapport à une retraite? Voilà. Moi, je pense prendre ma retraite, mais comment on peut s'en sortir avec une retraite? Ok, je vais répondre si c'est possible. Oui, mais Simcha. Tibériade est une des villes les plus accessibles sur le plan pécunier. C'est-à-dire que bon, bien évidemment, on peut trouver un logement qui tourne entre 2000 2500 shekels en loyer. Évidemment, je ne sais pas combien vous touchez, mais quand je parle à une personne, je lui demande quel est le niveau de retraite que vous avez, de façon à pouvoir voir si on peut vivre. Pour vivre en Israël, le salaire minimum aujourd'hui, il est de 4000, on va dire 4500 shekels. Donc, si j'ai un loyer de 2000, 2500, j'ai encore la possibilité d'avoir de quoi manger. Et il y a comment ça s'appelle? Les transports en commun coûtent, la carte de transport en commun coûte 100 shekels. La ville est très bien desservie, donc on peut vivre, on peut pas faire des folies, bien évidemment. Et quand parle d'une fourchette de 2000, 2500 shekels, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on peut être dans une pièce, 2 pièces ou 3 pièces, les prix sont les mêmes pratiquement. Après, bon, ça sera plus cher, bien évidemment. Il faut rajouter à peu près 500 shekels par pièce. Mais pour un retraité, oui, c'est pratiquement, je vais dire, l'endroit idéal. C'est avoir on peut trouver un appartement avec une vue sur le lac et les hauteurs du Golan, les couleurs bleues, voir la transhumance des oiseaux. C'est comme ça qu'on dit, j'espère. Elisabeth, elle corrige, elle est très loin comme ça, mais c'est pas grave. Bon, moi, j'en perds un petit peu mon latin de temps en temps. La migration. Et voilà. Voilà, donc je veux dire bien évidemment, c'est une autre vie. Chaque ville a sa différence, chaque ville a sa façon de faire. Moi, j'ai des nouveaux émigrants qui sont arrivés en septembre, un couple âgé. Ils me disent, écoute, Moshe, on est toujours occupé, on ne voit pas le temps passer. Donc ça doit quand même leur plaire et ils doivent se trouver bien quand même. D'accord. Et est-ce que c'est la même chose? Moi, j'ai des amis à Jérusalem. Est-ce qu'il y a le même principe à Tibériade? Tous les ans, par exemple, à Jérusalem, ça change, les loyers augmentent d'un coup. Est-ce qu'il y a une stabilité à Tibériade sur les loyers? Disons que le problème d'augmentation des loyers, il est un petit peu, bon, c'est un problème israélien, on va le retrouver un peu partout.
Bien évidemment, quand on est en période de guerre et que on a des gens qui sont déplacés et qui ont, on va dire un pécule de l'État, il y a beaucoup de spéculation de ce côté-là. Mais bon, moi je peux vous dire que le fait de passer par le projecteur, ça permet aux nouvelles immigrants quand on arrive au moment de renouveler son contrat d'avoir quelqu'un qui va venir discuter à votre place, c'est-à-dire expliquer, écoute, il y a eu tel problème, il y a eu telle chose, non, la personne n'a pas vraiment les moyens, viens faire quelque chose, et puis tout ça, ça se discute. Quand on est tout seul, je vous assure, les loyers ils augmentent. Ouais. C'est malheureux à dire. On doit se débrouiller tout seul quand on est tout seul. Quand on a quelqu'un, en plus moi j'appartiens à la municipalité de Tibériade, je travaille avec la municipalité de Tibériade, donc on peut pas beaucoup me rouler dans la farine. Et même à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai des locataires qui viennent et qui me disent, dis-moi si je peux augmenter ou tu peux me trouver un nouvel immigrant pour mon appartement. Ils adorent les nouveaux immigrants. Je leur explique, écoutez, ces gens-là, ils ont un budget. Si tu le dépasses, à un moment ou à un autre, ils vont partir. Donc, Ouais. ça laisse à réfléchir. Bien évidemment, je peux pas contrôler et pas être derrière tout le monde en leur disant fais-moi confiance, parle-moi avant le deuxième contrat, etc. Il faut avoir confiance. Il y a aucun problème de ce côté-là en général. D'accord. Oui, Merci. Monsieur Baudouin, si je peux me permettre de réagir et de rajouter quelque chose sur la question posée. C'est vrai qu'on a annoncé ici des loyers à 2 500 shekels. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de petits produits à Tibériade, différemment de certaines grandes villes. Nous, on vient d'Ashdod, par exemple, on a vécu plusieurs années à Ashdod. On ne trouvait pas de petits produits. C'est une ville qui est construite pour être une ville familiale. Et on parle tout de suite d'un 4 pièces. C'est tout de suite un 120 mètres Oui. carrés pour un couple retraité qui veut avoir une chambre pour inviter les enfants. Ça fait tout de suite beaucoup de surface à nettoyer. Moi, je pensais à la spongia qu'on doit faire quand on nettoie le sol le vendredi. Quand on est seul, on n'a pas besoin de faire 120 mètres carrés de sol. Mais Oui. donc ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits produits. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça commence à 2000 shekels, ça peut aussi s'envoler. Parce qu'il y a de tous les prix. Il y a aussi des villas de luxe qui sont sur la corniche qu'on vu sur le lac, qui sont des villas de personnes qui sont très riches, qui ont leur maison de vacances ici sur Tibérias. Donc en fait, il y a vraiment tout, toutes les catégories socio-économiques qui se trouvent ici. Et donc au niveau des loyers, on va retrouver en fait, en fonction bien entendu du budget, des produits qui vont être moins luxueux, plus luxueux, qui vont être dans une tranche, on va dire, un petit peu plus moyenne. Mais dans l'ensemble, il faut savoir que c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'on peut enfin se permettre un appartement qui soit décent, créé dans un immeuble récent et qui soit très agréable, avec une vue agréable, on n'est pas en face d'un voisin, à des prix corrects. Et nous, c'est vrai qu'on est passé par les grosses villes, par les gros pôles, et on sentait on a vécu le vrai étouffement au niveau économique, parce que, ben, que ce soit au niveau des loyers, que ce soit au niveau des activités pour les enfants, tout était payant, tout était hors de Oui. prix. Et là, grâce à Oui. Dieu, on voit que, ben, en plus, grâce à Dieu, il y a vraiment, on est un groupe de femmes on est très unis, on n'est pas un grand groupe, on est très, très unis, très soudés. Et c'est vrai que chacune veut mettre du sien. Et donc, du coup, voilà, grâce à Elisabeth, par exemple, on a une fois par semaine une activité pour les enfants. Grâce à Monsieur Baudouin, il y a aussi un atelier extraordinaire. Moi, je vais 2 fois par semaine au sport gratuitement. Il y a la poterie, il y a le dessin. Enfin, tout ça, c'est des activités qui sont proposées gratuites par la municipalité. Alors que tout ce que je vous propose, tout ce que je suis en train de vous dire, dans les grosses villes, en fait, on devait payer pour tout. Et là, Oui. on reçoit des services gratuits. Donc, une fois de plus, c'est un atout. Ça permet pour les jeunes comme nous, par exemple, enfin, on est plus très très jeunes, enfin, je veux dire pour les jeunes, On est jeune, on est jeune. enfin, on est jeunes, enfin, on est entre deux comme ça. Ça nous permet aussi ben, voilà, d'investir dans d'autres choses que rien que euh, payer son loyer et aller au supermarché. Vous voyez? Donc, et même au niveau d'investissement, bon, on a dit que c'est mieux d'arriver en location parce qu'il y a des gens qui arrivent sur Tibériade, par exemple, en location, qui vont après découvrir d'autres endroits, qui vont peut-être aller dans d'autres villes par la suite. Ou le contraire, il y a des gens qui sont arrivés dans des grosses villes, qui se sont un petit peu cassés la figure et qui finalement ont été récupérés ici par Monsieur Baudouin et qui arrivent, grâce à Dieu, à finalement s'en sortir parce qu'ils sont, comme on disait bien, accompagnés. Parce que le mot-clé, finalement, je crois, de la LIA et de la soirée, c'est l'accompagnement. Donc, si par exemple, vous ne voyez aucun rapport avec Tibériade et que vous n'avez aucun projet sur cette ville,
Alors, essayez de trouver l'équivalent, parce que le conseil, on vous l'a donné, d'essayer de trouver l'équivalent de Moshe Baudouin dans une autre ville. Bon, bonne chance parce qu'il n'y en a pas d'équivalent, mais disons quelqu'un qui va faire acte de soutien, d'accompagnateur, etc. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est important. Quelque chose qui est important et c'est vraiment ce qui permet la réussite, comme on le dit. Donc ça, c'était un petit peu pour rebondir au niveau du loyer des loyers et des coûts de vie. Et pareil, au niveau immobilier aussi, à l'achat, il y a de très beaux produits à des prix, à des tranches de prix qui sont encore très abordables. Maintenant, bon, comme partout en Israël, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit, je pense, dans d'autres systèmes économiques à l'étranger. En général, quand il y a une guerre, le pays s'effondre, il y a plein de problèmes. Ici, depuis la guerre, tout a augmenté dans toutes les villes. Parce qu'il y a des demandes croissantes d'Alia, parce qu'il y a des gens qui finalement ont été déplacés, qui ne se voient plus retourner dans le nord, donc, enfin, en tout cas à la frontière, donc ils se sont rabattus sur des villes comme Tibériade, comme Haïfa, des villes qui étaient un petit peu plus dans les terres. Et finalement, voilà, l'offre et la demande, ça fait toujours son effet. Et donc, c'est un pays qui est tout le temps en croissance, tout le temps en croissance économique, où il y a toujours de la demande. Tout le temps, on croit que les prix vont baisser, les prix vont baisser, ou parce qu'il y a la guerre, ou parce que je ne sais quoi. Mais finalement, on se rend compte que vu qu'il y a une immigration constante, donc en fait, les prix ne baissent jamais. Et c'est vrai qu'il y a certains pôles qui sont complètement saturés. Voilà, aujourd'hui, pour un jeune couple, pour un couple, voilà, comme je disais, en milieu de carrière, d'essayer de s'intégrer, que ce soit à Ashdod, à Netanya ou même à Jérusalem, parce que bon, à Jérusalem, après, il y a plein de quartiers, d'accord, mais voilà, quand on est sur une colline à côté de Jérusalem, on appelle ça Jérusalem, mais c'est pas Jérusalem, puisqu'il faut faire 30 minutes de bus pour arriver au centre, donc en fait, on est sur la banlieue, on n'est plus sur Jérusalem lui-même, donc c'est vrai que quand on veut essayer d'intégrer un gros pôle, eh ben, on va étouffer au niveau financier. Et aujourd'hui, ben voilà, il faut savoir que il y a plus que des grosses fortunes qui viennent investir en Israël. Il y a aussi Monsieur Tout le Monde qui cherche à s'implanter. Et donc, il faut donner aussi une solution pour les personnes qui n'ont pas forcément de quoi s'acheter une maison avec la vue sur la vieille ville depuis Mamilla. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment l'opportunité qu'on voit qui est en train de se mettre en place ici. Je ne sais pas si elle va durer des années parce que comme on dit ici, tout est un petit peu dynamique. En tout cas, pour l'instant, c'est encore abordable. Pour l'instant, c'est encore. Il y a des projets, il y a énormément de constructions en projet neuf sur plan, et il y a des choses qui sont très très intéressantes à voir. Et voilà, donc nous, on essaye en tout cas de faire passer ce message parce que, comme le disait mon mari, il y a un potentiel ici qui n'est pas encore assez exploité. Et bon, je vais dire quelque chose d'un petit peu personnel. C'est vrai que voilà, cette ville, elle est un petit peu prise d'assaut par d'autres communautés, par les Hispaniques, par les Russes. Et c'est vrai que voilà, les Français, à mon avis, ils ont leur mot à dire ici. Maintenant, au niveau du travail, ça va pas être forcément qu'il va y avoir beaucoup de propositions d'emplois sur Tibériade même, à moins que ce soit des personnes qui sont dans le tourisme, parce que c'est une ville touristique, donc il y a beaucoup d'emplois dans les hôtels, dans l'hôtellerie, la restauration. Mais si vous voulez, ça veut dire si ça ne dérange pas quelqu'un de faire une demi-heure de voiture pour aller travailler, il y a beaucoup de pôles de high-tech ou de pôles de grosses plaques tournantes d'emploi qui sont entre une demi-heure et 50 minutes de Tibériade. Et une fois de plus, moi j'ai habité Jérusalem pendant des années, donc je peux en parler. On peut travailler dans la ville de Jérusalem en habitant Jérusalem et faire 50 minutes de bus pour aller à son travail dans sa ville. Donc, prendre la voiture et voyager 50 minutes pour arriver à Yokneam ou pour arriver à Carmiel ou pour arriver dans des gros pôles comme ça ou à Afula, qui sont des pôles qui représentent énormément qui sont des plaques tournantes de beaucoup d'entreprises, de high-tech. À Paris, on le fait bien à Paris. Hein. Voilà, ou à Donc, Paris. vous êtes dans la région parisienne, on le fait bien. Par contre, moi, Voilà. j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai souvent entendu parler. Pardon, j'ai souvent entendu parler qu'en Israël, beaucoup de propriétaires mettaient entre guillemets, entre parenthèses, à la porte les locataires sous prétexte parce qu'ils veulent mettre leur fils ou leur neveu ou quoi que ce soit. Je voudrais savoir si à Tibériade, ça se fait souvent ce genre de choses. Bevakasha, Monsieur Baudouin. Oui, bon.
vous avez des gens qui essayent de vous arnaquer, vous en avez partout. Mais je répète, à partir du moment où vous êtes accompagné par quelqu'un qui est avec vous et qui vous accompagne, je vais vous parler par exemple du problème que quelqu'un va venir en fin d'année et vous dire ah non je peux pas vous renouveler le contrat, on vous met pas à la porte, on vous dit on ne vous renouvelle pas le contrat Ah en non, général. non, non. Ben, c'est déjà arrivé. Je connais des gens à qui on leur a dit il faut que vous partiez. Je vous donne 3 mois ou 4 mois pour partir parce que Non, si vous je avez vais un contrat, vendre croyez-moi, ou je vais vendre ou je si vais. vous avez un contrat, croyez-moi que même s'il vend et même s'il vend pas, de toute façon, il est obligé d'honorer son contrat. Il y a la justice, il y a tout ce qu'il faut ici à Tibériade comme en Israël. Mais en général, quand on sait pas se débrouiller, on se laisse faire. Mais bon, mais il faut pas regarder non plus le côté négatif, Non, non, le bien côté sûr. négatif. À Non, parce que beaucoup c'est de pas ça. locations. Je vais vous expliquer parce que mon Excusez-moi. mari et moi, nous sommes pas loin de la retraite et on va pas en rajeunissant, on va plutôt Non, bien sûr, mais Donc on veut pas être bien sûr. déménagé tous les 2 ans ou tous les fins de contrat à chaque fois, voilà quoi. C'est surtout ça. En général, on fait un contrat en expliquant bien à la personne, est-ce que je peux avoir un contrat de longue durée? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que la personne que j'ai à côté de moi, qui va signer ce contrat, elle est viable? Vous êtes dans une petite ville, c'est-à-dire que même si la personne d'à côté de vous, avec qui vous allez signer un contrat, elle commence à être malsainte, on va dire, par rapport à sa façon de faire, ça se sait tout de suite. Les gens parlent. Quand vous êtes dans une petite ville où tout le monde parle, où tout le monde se connaît, où tout le monde se comprend. Bien évidemment, je peux pas, comment ça s'appelle, garantir à 100% que comment ça s'appelle, le propriétaire après 1 an, 2 ans ou 3 ans vous dise pas, il faut changer de domicile. D'accord. C'est une des réalités qui est en Israël dans tous les domaines. Oui, c'est ça. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, moi je vais vous poser une question sur l'enseignement, l'éducation. J'ai une jeune bien sûr. qui va rentrer en seconde. Je voulais savoir s'il y avait des lycées donc où il y a un très bon niveau évidemment de Kodesh, mais en même temps qui permet d'accéder aux études supérieures, notamment préparation psychométrique, etc., avec un accompagnement d'Ulpan. Est-ce que c'est mis en place à Tibériade? Alors, je vais commencer un petit peu par l'envers. Beaucoup de personnes qui veulent faire leur alia ont une tendance à dire, écoute, moi je vais prendre mon enfant, je vais le mettre en internat franco-israélien, comme ça il aura son bac en français, en hébreu, il s'intégrera mieux, ça ira beaucoup mieux, etc. Par expérience, j'ai eu des élèves j'ai eu déjà plusieurs élèves qui sont partis dans ces internats. À la fin, j'ai expliqué aux parents, quand vous arrivez dans une ville, essayez de garder vos enfants à côté de vous. Si la alia, elle est difficile pour vous, elle est difficile pour les enfants. Et la deuxième chose, c'est que, comment ça s'appelle? Sur le plan familial, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se parler, on a besoin de se soutenir. Ça, c'est une première chose. Oui, pour répondre maintenant à votre question, justement. Je vais répondre à votre question. Je réponds à votre question. Avec notre fille. On veut pas la mettre en internat. Oui, je sais bien, je réponds à votre question. Voilà. J'ai déjà une fille. Je réponds à votre question. Non, mais c'était simplement pour introduire la problématique de la alia en général. D'accord. Pour répondre à votre question, en général, quand on arrive en Israël, quand on dit que on cherche un très bon niveau de Kodesh, ok, si on est Haridi, Dati, on va dire sur un plan assez supérieur, on a tendance à se dire je vais aller du côté des Haridim en Israël. L'éducation Haridi en Israël, elle est comment ça s'appelle? Elle est généralement pas de très haut niveau. Moi, ce que je conseille en général, moi, ce que je conseille en général,
Moi, ce que je conseille en général, c'est, comment ça s'appelle? Le judaïsme français et le judaïsme israélien, le même type de judaïsme qu'on va chercher, il est plutôt dans le datilomi, surtout à Tibériade. Surtout à Tibériade. Euh, et le datilomi à Tibériade, il a un excellent niveau sur le plan Ekodesh et Chol. C'est-à-dire que mon fils est parti danser dans cette section. J'ai un neveu aussi qui est parti. Ce sont des enfants qui aujourd'hui font des doctorats. Donc euh, après, c'est un choix. Je dis pas que tout est mauvais, je dis pas que tout est bon. Mais moi, je peux parler que par mon expérience personnelle. Je vous remercie pour votre réponse. Je vais juste répondre aussi par rapport à ça, c'est que c'est vrai que il faut prendre conseil de la même façon qu'on est en train de donner des conseils, enfin on essaie en tout cas de donner des conseils au niveau des loyers, au niveau des villes différentes, au niveau de données techniques. C'est vrai que même au niveau de l'orientation religieuse, c'est bien d'être accompagné. Comme le disait Monsieur Baudouin, c'est très différent le style français au niveau religieux avec le style israélien. Et donc, il faut savoir que le français, quand il est très religieux en France, il va tomber en Israël un petit peu entre deux groupes. On va voir, s'il te plaît. Entre deux groupes. Et là, alors, il faut comprendre. Est-ce qu'on veut, par exemple, faire une sorte d'ascension et accepter peut-être des conditions qui vont être plus strictes au niveau religieux et tomber dans un milieu orthodoxe israélien? Le milieu orthodoxe israélien, ça dépend des écoles. Il y a des excellentes écoles, parce qu'il faut savoir que dans le milieu orthodoxe israélien, il y a certaines façons de voir les choses, comme quoi la femme va travailler et le mari va étudier la Torah, ou alors va faire un mi-temps, donc la parnassa va être plus sur les épaules de la femme. Et à ce moment-là, donc, il y a beaucoup de séminaires orthodoxes qui vont proposer justement des cursus qui vont être de très très bons cursus d'études pour pouvoir permettre un bon emploi dans la programmation informatique, par exemple, ou dans la comptabilité en tant qu'expert comptable, etc. Des emplois qui vont payer, parce que dans cette optique que la femme va devoir travailler peut-être autant que le mari ou plus que le mari, et donc doit avoir un salaire conséquent à la sortie. Donc il y a des endroits où vraiment le niveau va être très élevé, va être très bon. Maintenant, si on veut peut-être pas faire cette ascension et rentrer dans un domaine dans un protocole trop strict, alors c'est vrai que l'alternative, elle va être dans le mouvement religieux sioniste, qui est une très bonne alternative pour les Français. Après, il va falloir une fois de plus faire du cas par cas et voir est-ce que ça correspond, et est-ce que ça va répondre à mes attentes, que ce soit au niveau religieux ou au niveau des études. Et c'est vrai que là-bas aussi, il y a un très bon niveau, parce qu'ils ont un petit peu cette ambiance et cette optique d'allier en fait Torah et travail. Et donc on va retrouver chez eux aussi un très bon niveau de Torah et on va dire ils vont bien promouvoir aussi le côté études, le côté académique, etc. Donc voilà, une fois de plus, là c'est bien de prendre conseil, de faire du cas par cas et d'être un petit peu aiguillé. Et pareil sur Tibériade, il y a les deux possibilités d'avoir un bon niveau au niveau Kodesh dans le milieu orthodoxe. Il y a ça se trouve un petit peu à environ un quart d'heure de Tibériade. Il y a le bus qui ramasse, etc. Donc c'est des jeunes filles qui vont avoir un très bon cursus aussi, mais ça va rentrer dans un niveau qui, comme je disais, au niveau religieux, ça va tomber dans un niveau qui va peut-être être un petit peu au-dessus de la moyenne de ce que connaissent les Français. Et comme disait Monsieur Baudouin, dans le monde d'Atil et Oumi, dans le milieu religieux sioniste, il y a aussi une très bonne alternative et une bonne équivalence. En fait, les niveaux, ils sont excellents partout. Tout dépend de ce que la personne, elle recherche. Les niveaux dans le Kodesh sont excellents, les niveaux dans le Chol sont excellents, et les niveaux pour ceux qui veulent faire les deux en même temps sont excellents. Par exemple, Machon Lev à Yerushalayim, c'est l'exemple que je connais de là-bas. Il y a en fait, tout est excellent. Il faut tout simplement savoir sur quoi on veut miser. Plus dans le Kodesh, plus dans le Chol, ou avoir vraiment les deux ensemble. Donc, c'est sûr que si quelqu'un il recherche plus dans le Kodesh, donc s'il va dans un lieu où on enseigne le Kodesh, c'est sûr que le niveau du Chol sera moins élevé là-bas, et vice-versa. Mais ça dépend chez qui, parce que chez Ouais, les ça hommes, dépend. voilà, chez les hommes, Ouais, ça dépend. le niveau
de rôle va être moins élevé puisque au niveau de l'optique, ils veulent être dans un niveau de codage qui va être très élevé. Par contre, chez les jeunes filles, là, ça va différer parce que comme je disais, chez les orthodoxes, il y a aussi cette optique que la jeune fille doit faire des études très poussées pour avoir un bon salaire, pour avoir un bon poste, etc. Et on voit des femmes orthodoxes qui sont, comme je disais, des ingénieurs, des super programmatrices en informatique, qui sont dans le développement, qui sont voilà, qui arrivent experts comptables, etc. Donc, ou qui veulent aussi rester dans un côté dans l'éducation, parce qu'il y a aussi le côté éducation qui est très très reconnu chez les femmes religieuses. Quelque chose qui est très très demandé en Israël, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se tournent vers ce cursus, c'est ce qu'on appelle l'éducation auprès des populations à besoins spécifiques. Donc il y a en fait un côté très humain de s'occuper de personnes qui sont atteintes de trisomie, d'autisme, etc. Et donc il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles religieuses qui sentent vraiment une sorte de shlichut dans ces études. Donc il y a des emplois. Il y a vraiment des emplois là-dedans. Je crois que Monsieur Baudin, il peut me confirmer ça. Oui, il y a des emplois, mais je voudrais rajouter une petite chose. Faites très attention, le bac israélien et le bac français sont très différents. Le bac français, si vous ratiez une matière, vous allez rater tout votre bac. En Israël, si vous ratez, ce sont des bacs à points. C'est-à-dire que si vous avez réussi vos mathématiques, votre physique et votre Kodesh, et qu'il vous manque votre anglais, vous pouvez le refaire 1 an, 2 ans, 5 ans après et compléter votre bac. Et ça, il y a aussi des endroits spécialisés pour ça. Donc, c'est très, 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 comment ça s'appelle? C'est beaucoup plus, le bac israélien est beaucoup plus facile que le bac français sur le plan bac. Ok, merci. D'autres Bonjour, questions? oui, bonjour. Moi, c'est par rapport au travail. Donc, voilà, moi, je suis en train d'apprendre l'hébreu. Mais quand bien même j'apprends l'hébreu, c'est pas pour ça que je saurais vraiment super. Enfin, c'est pas pareil quand on l'apprend en France et quand on arrive. Et en plus, j'ai appris à lire, j'apprends à le parler, mais bon, à l'écrire, c'est un peu compliqué de faire tout en même temps. Donc, je suis consciente que même si je fais mon alia dans 1 an ou 2, je serai pas opérationnelle pour parler couramment et le travail que je faisais ici, je pourrais pas le faire là-bas parce que c'est trop spécifique. Du coup, je vais arriver là-bas avec des diplômes vont me servir à rien et je parle pas vraiment la langue. Enfin, je vais avoir les bases. Et comment je fais en fait pour travailler? Tout d'abord, je prends la parole, c'est OK? Oui. Tout d'abord, ce qui est important, c'est que je pose la question à tous les nouveaux émigrants et ça n'a aucune importance de l'âge qu'ils ont. Il y a quel est mon métier et qu'est-ce que j'aurais aimé faire réellement? Parce que des fois, on choisit un métier qu'on veut pas faire et puis après, on le traîne sur les épaules pendant toute sa vie. Et finalement, quand je fais mon alia, c'est une opportunité quelque part. Parce que je peux faire quelque chose que j'avais en rêve et que je n'ai jamais abordé parce que pour des raisons soit familiales, soit historiques. Donc, bien évidemment, je vous poserai toujours la question qu'est-ce que vous souhaitez faire véritablement? Maintenant, les diplômes, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous avez un bac plus une maîtrise ou une licence, elles seront reconnues comme bac, maîtrise ou licence. Bien évidemment, si je le répète, si votre formation elle est dans les pyramides, vous n'allez pas avoir dans les pyramides. Mais moi, je vais vous raconter simplement mon vécu. Moi, je suis arrivé avec un diplôme d'ingénieur en maintenance industrielle. Je peux vous assurer que la première année, quand je suis arrivé devant les autorités israéliennes, on m'a dit ben non, mais il y a pas, ça n'existe pas ce métier. Donc on m'a tout de suite dit tu peux. Mon impression était tout de suite tu ne peux pas travailler. Seulement je suis tombé sur une personne qui m'a expliqué, qui m'a dit écoute, ça n'a aucune importance.
tu vas avoir des difficultés pour travailler dans l'administration, dans tout ce qui est administration, mais dans le secteur privé, tu vas voir les portes s'ouvrent très vite. Maintenant, après, c'est comment ça s'appelle? Et c'est vrai, bon, j'ai trouvé du travail, j'ai travaillé à Tel Aviv, de Tel Aviv, je suis passé à Tibériade par choix personnel. Euh, Ça fait combien? 40 ans que je travaille en Israël. Euh, Bien évidemment, j'ai changé 4 ou 5 fois de métier, mais j'ai toujours utilisé les matières que j'ai appris dans ma formation pour rebondir à chaque fois. Et c'est très facile. Les gens, quand on va dans le nord ou quand on est dans le sud, il est beaucoup plus facile de rebondir. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de personnel. Merci, mais alors ça veut J'espère. dire, oui, merci, ça veut dire que si on arrive, qu'on a les bases, mais qu'on parle pas très bien, parce que après, c'est pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du fait que, ben, par exemple, on parle, bon, peut-être j'arriverai à me débrouiller, mais je pense pas que j'arriverai à l'écrire. Moi, je vois les offres d'emploi, il y a toujours marqué bon niveau lu, écrit, parlé. Euh, est-ce que des gens Non, recrutent des francophones? non, non, je pense Non. que c'est une erreur de toute façon de dire je vais aller travailler dans un endroit où on recrute des francophones et je me retrouve dans un call center à parler avec des Français au téléphone. Moi, je le dis par mon vécu aussi. Je dis aux gens, choisissez une ville ou comment ça s'appelle, ou même si vous allez à un travail qui est de mettre des produits sur un rayon dans un supermarché, c'est là-bas que vous allez faire votre véritable ulpan. C'est-à-dire que la première année, la deuxième année, elles vont être difficiles parce que vous serez pas vraiment dans votre domaine, mais ça va vous donner au moins, vous savez que avec un salaire minimum, vous pouvez vivre, vous pouvez progresser. Et progresser, ça veut dire avancer en hébreu, ça veut dire acquérir ce niveau d'hébreu. Et au fur et à mesure, comme je le dis, votre premier emploi, c'est pas l'emploi pour la vie. Donc, en même temps que je travaille, je regarde les annonces, je progresse, je lis mes annonces, je dis ah, ouais, j'ai quelque chose qui peut m'intéresser, je vais faire un essai. On me prend pas, on me prend pas, c'est pas grave, je peux continuer de vivre d'avoir ce qu'on va dire ma parnassa. Voilà, c'est exactement ce que je pensais, plus un métier un peu plus peut-être physique, moins oral, pour avoir le temps, enfin pour payer un loyer, avoir le temps de progresser et après passer à autre chose. Et du coup, il y a il y a ce genre d'opportunités à Tibériade? Bien évidemment, bien évidemment. Là, c'est même un peu spécial, Tibériade. Comme c'est une petite ville, comment on appelle ça, les employeurs nous téléphonent, nous disent, dis-moi, moi j'ai un poste pour ceci, j'ai un poste pour cela, et moi après sur le groupe WhatsApp francophone de Tibériade, j'envoie voilà une annonce comme ça, une annonce. Ceux qui veulent répondre répondent, ceux qui veulent pas répondre, je peux pas, je suis pas là pour pousser les gens. En général, je me renseigne. Quand on arrive en Israël, on a ce qu'on appelle le panier d'intégration pendant 6 mois. Donc les gens, ils ont de quoi vivre, ils viennent un petit peu avec de l'argent. Donc on a une tendance de se dire mollo mollo, je suis en vacances, tout va bien, je vais me concentrer sur l'hébreu. C'est bien de se concentrer sur l'hébreu, mais nous par exemple, on a un groupe de jeunes qui se concentrent sur l'hébreu et en parallèle, ils vont travailler, ils travaillent dans l'hôtellerie, ils se font un salaire supplémentaire, ils construisent leur bagage finalement. Et quand ils ont terminé leur ulpan, ils ont déjà un employeur, ils savent travailler, et après ils décident ce qu'ils veulent, s'ils veulent aller faire un complément universitaire, s'ils veulent faire quelque chose. Regardez, pour vous dire, on parlait du tourisme, mais aujourd'hui on est sur une plage où on a une plage, pas la plage de Tibériade où on va en maillot de bain, mais on est sur une plage, par exemple, qui nous vient et qui nous dit l'hôpital Pouria, l'hôpital de Tibériade recherche du personnel à la loupe.
à la loupe. Donc, des fois, on a une formation qui correspond pas forcément à quelque chose, et d'un seul coup, moi, j'ai des Olim qui sont arrivés. Le gars, il était professeur en physique nucléaire, et ils l'ont embauché. Donc, parce que on est dans une optique de grandir, on est dans une optique de chercher. Vous dire que vous serez embauché comme euh, ingénieur dans le nucléaire, je peux pas vous le garantir, mais je veux dire, faut à partir du moment où vous venez, vous vous battez pour réussir votre hébreu, vous verrez que les portes s'ouvrent. Les gens apprécient le fait que on balbutie, on parle peut-être le petit nègre en hébreu, mais il faut pas avoir peur, c'est-à-dire ne pas rester à l'arrière en se disant attends, il va venir tout seul. Ça vient, ça vient. Il faut pas s'inquiéter. Et s'il y a un problème, encore, on est là. Il y a des cours d'Ulpan en Zoom. Il y a comment ça s'appelle. On peut s'aider, etc. Justement, Merci beaucoup. et rebondir sur ce que vous avez dit, et puis je vais donner aussi mon expérience personnelle. Moi, pendant mon année d'Ulpan, j'ai fait des ménages et du babysitting. Bon, c'était comme je disais, il y a 21 ans. Et j'ai dit, mais bon, au moins que je sois en contact direct avec la population israélienne. Et de manière naturelle, j'ai des amis qui sont partis faire du babysitting dans les familles françaises. Et moi, j'ai dit, non, non, je vais faire du babysitting dans les familles israéliennes, quitte à faire d'autres choses. Et c'est vrai que bon, à un moment donné, je me suis laissée aller. J'ai dit, allez, hop, je vais. Bon, il y a eu plusieurs personnes qui sont rentrées dans une boîte de télémarketing pour appeler en fait d'ici en France. Et donc, je me suis laissée embarquer aussi avec eux. Et j'ai travaillé donc 2 mois dans le télémarketing. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était un gros piège. Parce que j'ai rencontré des collègues de travail que ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient dans le marketing. Et en fait, donc, elles ont un salaire qui est soi-disant un bon salaire parce qu'elles ont une base plus des bonus aux ventes. Mais bon, c'est un travail qui va être très, très, très éprouvant au niveau nerveux parce que de passer 8 heures au téléphone, après on rentre à la maison, on n'a plus la force de parler avec son mari ou avec ses enfants. En plus de ça, on est complètement déconnecté de la communauté israélienne et des opportunités donc de l'extérieur, puisque bon, bah, comme je disais, hein, quand on a un salaire et que ça marche et qu'on parle sa langue et qu'on est directement embauché, ça attire. Et finalement, au bout de 2 mois, j'ai quitté, j'ai dit non, je vais rentrer dans un piège. Et c'est vrai que bon, après, j'ai intégré l'université derrière, donc c'était plus facile parce que j'ai choisi, je crois, la seule faculté où il n'y avait pas de français. On était 2 françaises, hein. Donc c'était facile, mais c'est vraiment, comme disait Monsieur Baudouin, c'est l'immersion qui va créer en fait le vrai Ulpan, enfin qui donne la vraie opportunité d'Ulpan. Et si la personne, elle est vraiment déterminée à réussir sa ALIA et qu'elle va un petit peu remballer sa fierté la première ou la deuxième année, à savoir, bon, bah, je suis d'accord maintenant d'aller travailler dans un GAN avec des enfants. En fait, c'est une très bonne expérience de travailler dans un GAN avec les enfants parce que les enfants nous apprennent à parler. Et voilà, d'être aide puéricultrice ou d'être, comme on disait, dans les supermarchés, à mettre dans les étages, à aider dans les rayons, ou de faire des petits boulots comme ça dans la restauration, dans l'hôtellerie, et qu'on est prêt à passer cette année d'intégration, ça c'est garanti qu'à la fin, vous pourrez travailler dans ce que vous voulez et de retrouver vos équivalences et d'aller dans ce que vous voulez, Bezrat Hashem, parce que c'est vrai que c'est le contact avec la communauté israélienne, avec la vie, la vraie vie ici, qui va permettre l'intégration. Et aujourd'hui, je vais vous dire, je vois, ma mère, par exemple, ça fait plus que 20 ans qu'elle est en Israël, elle n'a pas vraiment appris l'hébreu parce que elle est tombée exactement dans ce piège. Elle a travaillé pendant des années dans le télémarketing, donc elle a fait la formation, les panneaux photovoltaïques, les dons pour une yeshiva, etc. Finalement, elle a toujours été dans un milieu français. Quand elle essayait de parler, bon, elle était à Ashdod, quand elle essayait de parler en hébreu pour se dégrossir, on lui disait non, parler français, c'est plus rapide. Ils n'avaient pas la patience parce que bon, il y a plein de Marocains qui, même s'ils parlent hébreu, ils connaissent le français depuis la maison. Et finalement, elle a pas réussi à s'intégrer. Ça, c'est une erreur et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut être patient. Si on veut être intelligent, on met on met le côté l'hébreu en priorité et pas la parnassa et pas donc le métier et la carrière en priorité, et on passe par cette année ou ces 2 années d'adaptation. Maintenant, je voulais encore ajouter sur ce qu'il a dit Monsieur Baudouin, c'est qu'effectivement au niveau médical, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur. Et bon, je vais dire ce qui est, d'accord, on va être ouvert, on parle ouvertement.
Tibériade, déjà, c'est une ville où il n'y a pas d'Arabes. Les Arabes n'habitent pas à Tibériade, et ça, c'est quand même extraordinaire parce que dans toutes les villes en Israël et surtout à Jérusalem, on vit une cohabitation comme ça qui est assez difficile. Et bon, il y a toujours cette tension, c'est pas agréable. Donc là, on a la chance de ne pas avoir des Arabes qui vivent ici sur place, mais par contre, il y a beaucoup d'Arabes de manière générale dans le nord. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a beaucoup d'emplois, vu qu'il y a des demandes, il y a quand même des emplois, il y a beaucoup d'emplois qui sont pris d'assaut par les Arabes. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on va à l'hôpital de Poria, qui est l'hôpital de Tibériade, ou quand on va à la Copatrolim chez le médecin, c'est pratiquement que des Arabes, les médecins. Maintenant, je vais vous dire, ils sont très forts parce que bon, voilà, nous quand on a eu besoin, on est parti chez des médecins arabes et vraiment, j'ai trouvé que c'était très compétent. Et même à l'hôpital, j'ai une amie une Française d'ailleurs, qui est arrivée il y a 1 an et demi, qui a accouché il y a 4 mois. Pour elle était très contente. Elle m'a dit qu'elle a eu un super anesthésiste, une super sage-femme. C'était tous des Arabes, l'équipe. Elle m'a dit, j'ai été super contente, j'ai reçu un très bon service, etc. Mais c'est dommage parce qu'en fait, on se rend compte que ben, finalement, vu que les Juifs et même les immigrants, eh ben, ils veulent être sur Tel Aviv, Petah Tikva, Natania et tout le centre, et ben après, donc, les opportunités vont être données finalement dans le nord, peut-être à des Arabes. Et c'est vrai qu'il y a de quoi prendre. Il y a de quoi prendre et c'est bien, à mon avis, de penser aussi à ça, à savoir que si j'ai un profil dans le médical, et ben, de trouver donc chaussures à son pied dans des villes qui vont être plus en périphérie, mais qui vont donner de vraies occasions et de vraies opportunités d'emploi, Bezrat Hashem. Comme je disais, sans être après raciste et sans rentrer dans le côté sectaire de la chose, c'est vrai que c'est quand même agréable d'aller chez le médecin en tant que Français, de rencontrer un Français et de parler sa langue, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très mélangé au niveau médical ici, et c'est parce qu'il y a eu des opportunités qui étaient proposées, et qui ont été prises d'assaut par des personnes, bon, ben, une fois de plus, qui étaient très bien. Moi, je vois, voilà, j'ai eu affaire à des Arabes. Pour les services médicaux. Bon, bah, j'ai carrément demandé. Il y en a une qui est sortie de l'université de Haïfa, elle a fini avec excellence. C'est des gens qui, voilà, un chirurgien ORL, pareil, ce sont des pontes. C'est des gens qui ont fini à l'université de Haïfa, qui ont fini à leur formation, des fois à Tzfat, qui c'est aussi un très bon établissement. Et voilà. Et puis bon, les personnes qui ont fini à Haïfa et à Tzfat, ils ont trouvé leurs chaussures à leurs pieds dans le centre. Et donc après, ils sont venus ici. Et donc voilà. Donc, J'aurais voulu préciser une petite chose. Sur le plan de diplôme aussi, n'oubliez pas, vous arrivez avec des diplômes, la conversion de vos diplômes va prendre au moins 1 an. Donc, on peut venir avec des diplômes, mais il faut quand même remplir ce laps de temps de conversion qui prend le temps qu'on reconnaisse nos diplômes. La deuxième chose qu'il y a aussi avec les diplômes, il faut faire très attention au fait que il faut arriver avec son diplôme, avec ses notes et avec le cursus de formation, parce que autrement ils vous reconnaîtront pas votre diplôme. Je voudrais juste répondre à quelques questions dont je vois que les gens ont écrit. J'ai entendu parler de réduction du panier d'intégration. Ça, c'est Gabriel qui pose la question. J'ai entendu parler de réduction du panier d'intégration. Avez-vous des infos sur ce sujet? Je n'entends pas parler actuellement de réduction du panier d'intégration. Au contraire, pour les gens qui s'installent dans le nord ou dans le sud, à la suite de la première année, il va y avoir un supplément, par exemple, pour l'aide au logement, qui est de 1500 shekels à 2000 shekels. Donc, je dirais, il y a plus. Maintenant, avec la guerre, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'il va y avoir et qu'est-ce qu'il ne va pas y avoir. Pour répondre à Gabriel, proposez-vous également des aides comme la réalisation d'un CV? La réponse est oui. Venez avec votre CV, même en français, je suis là, je suis présent, je vous aide à traduire, je vous explique ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire, comment le présenter. Et la chose qui est aussi importante, à part le CV, c'est aussi les documents médicaux. Vous arrivez en Israël, vous avez un passé médical, demandez à votre docteur un topo médical bien détaillé. On le traduira
de façon à ce que votre docteur puisse savoir ce que vous avez. On vient pas à la découverte, on est là pour avoir un suivi. Et n'oubliez pas, les termes médicaux en français, en anglais, ils sont pratiquement les mêmes. Donc, on fait une traduction en anglais, le docteur lit, il va vous envoyer des examens, mais les choses se passent très bien en général. Vous avez parlé de pratiques sportives. Quelles sont les autres activités culturelles et sportives proposées à Tibériade? Alors, sur le plan sportif, on est au bord de l'eau, donc on a tout ce qui est eau, cheval, tous les sports d'eau. Vous avez la planche à voile, vous avez le canoë-kayak, vous avez la voile. Sur le plan vous pouvez faire du cheval, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez faire du cyclocross. Je pense que autrement vous avez tous les sports que vous connaissez, c'est-à-dire le basketball, le football, etc., qui sont des sports d'équipe. Et moi, j'ai connu par exemple des Sud-Américains qui étaient très bien en volleyball. On a parlé avec un des responsables sportifs. Il était même prêt à ouvrir un club de volleyball. Et actuellement, on parle même d'un club d'escrime. Donc, tout est ouvert. Il y a un club de boxe, il y a tout finalement. Pour ce qui est du culturel, on est dans une petite ville, mais toutes les pièces de théâtre que vous avez à Tel Aviv, toutes les représentations, etc., elles se font aussi dans les petites villes, c'est-à-dire que à des prix en proportion de la ville, bien évidemment. Mais il y a énormément d'activités pour les enfants, il y a énormément d'activités pour comment ça s'appelle de loisirs, de périscolaires, etc. Et même au Beit Olé, on a des activités gratuites pour les enfants et les adultes. Autre question? Y a-t-il quelqu'un qui a une autre question? Écoutez, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, moi j'aimerais quand même annoncer la suite. À savoir, on a ouvert un groupe WhatsApp spécifique pour le suivi en fait de cette réunion. S'il y a des personnes qui ont d'autres questions en attendant, alors Bezrat Hachem, elles pourront nous contacter. Enfin, on va laisser donc par le biais de ce groupe les coordonnées donc de Monsieur Baudouin, nos coordonnées à nous pour les personnes qui nous connaissent pas. Comme je disais, j'avais annoncé en début de réunion qu'il y a un Ulpan une fois par semaine, gratuit par Zoom. Vous pouvez vous connecter de là où vous voulez, que vous soyez en Belgique, en Suisse ou en France. C'est selon l'heure israélienne, on vous enverra donc dans ce groupe les liens de connexion, les coordonnées de connexion pour pouvoir avoir l'Ulpan. Cette réunion a été enregistrée, donc on vous enverra aussi les liens. D'ailleurs, je crois que c'est bien d'envoyer le lien. Donc, vous trouverez l'enregistrement sous la chaîne YouTube Osé Shalom, Rav Kosman avec un seul N. Donc, voilà, on va déjà vous envoyer le lien ici dans le chat pour que vous puissiez récupérer donc l'enregistrement et le diffuser. Et comme je disais, c'est en fait, on est là pour vous, d'accord? Cette yozma, comment on dit cette yozma, cette initiative, elle a été faite, voilà, autour d'une vraie volonté d'aider. On est ici en bénévole. Donc c'est pour vous, c'est en fonction de vos besoins. Si vous pensez qu'il y a il y a lieu de continuer ces rencontres, on est prêt à faire une fois par mois une rencontre spéciale à l'IA. On n'est pas obligé à chaque fois d'exposer tout ce qu'on a exposé ce soir. Ça peut être une rencontre d'une demi-heure autour de questions-réponses qui ont été préparées en amont. Ça peut être aussi l'opportunité pour vous d'entendre au fur et à mesure les choses qui se développent ici par rapport à Tibériade spécifiquement, puisque nous, on est là de Tibériade. On a, comme je disais, on essaie de mettre en place pas mal de choses. Il y a beaucoup d'activités qui sont prises en charge par la mairie, qui sont en train de se mettre en place là pour l'année 2025, Bezrat Hachem. On parle d'ateliers pour les couples, on parle d'ateliers de communication parents-enfants. C'est dans plusieurs langues, y compris en français. Les activités extrascolaires, comme on l'a expliqué. La danse, il y a des cours de ballet gratuits pour les petites filles. Entre 6 ans et 17 ans. Donc, il y a plusieurs groupes comme ça, toutes les semaines, 2 cours par semaine qui sont pris en charge par la mairie.
Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Alors, au fur et à mesure qu'il y a des activités qui vont s'ouvrir ou qu'il y a des choses qui se mettent en place, on peut aussi, Bezrat Hachem, vous tenir au courant par cette rencontre mensuelle. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être l'occasion aussi de le dire, comme quoi on essaye d'œuvrer ici, mon mari et moi-même, avec la participation, bien entendu, la collaboration, l'aide, c'est un petit peu tout en même temps de Monsieur Baudouin, pour pouvoir ouvrir ici à Tibériade un centre d'études pour jeunes filles francophones qui va avoir un centre d'études religieux, donc Midrasha, pour les jeunes filles qui vont vouloir éventuellement arriver en Israël sans les parents et qui veulent être prises en charge dans un cadre familial, donc d'un internat familial. Donc elles recevront des cours d'Ulpan, les cours de Kodesh, Bezrat Hashem, et aussi le logis et tout ce qui va avec un Shabbat une fois par mois organisé par la Midrasha, etc. Donc, on est en train de faire des appels de dons. On est en train Monsieur Baudouin nous aide énormément auprès de certaines sources pour pouvoir avoir des budgets. Et on espère que ce serait un projet qui verra le jour, Bezrat Hashem, pour l'année 2025, pour septembre 2025, la rentrée donc 2025. À savoir, donc les jeunes filles qui vont finir leur bac cette année pourront peut-être avoir une solution ici sur Tibériade, pas forcément pour continuer leur vie ici, mais pour avoir vraiment un cocon d'intégration pour la première année qui va allier donc études religieuses, ulpan, et randonnées et excursions religieuses et pèlerinage des saints, enfin bon, beaucoup d'activités qu'on essaye de mettre en place, donc un programme très très riche. Et en parallèle donc de cette midrasha, éventuellement aussi créer une synagogue francophone avec un minyan français, des cours de Torah en français, le kiddush, le fameux kiddush traditionnel le Shabbat où on se retrouve entre nous, pas parce qu'on veut vraiment être sectaire et créer une communauté à part, mais c'est parce que c'est comme on le disait, ça peut permettre et ça peut être un outil de plus qui va permettre aux personnes de réussir leur alia. On essaie de parler là toute la soirée comme quoi tout le but de l'ALIA, c'est de s'intégrer finalement et de pas rester trop dans le côté sectaire communautaire. Donc même si on a ce projet sur Tibériade de constituer une communauté française, et pour ça on a besoin de personnes, de nouvelles personnes qui vont permettre à cette communauté de grandir et de prendre forme, même si on a ce projet, on n'est pas du tout dans l'optique de dire on va créer donc notre petit groupe, notre petit noyau et on va rester à part. Non, on a vraiment et surtout par l'aide de Monsieur Baudouin, on a beaucoup cette optique donc que les familles finalement s'intègrent et réussissent leur alia, même 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après. La réussite, elle se calcule pas la première année ni la deuxième année, elle se calcule vraiment sur la suite et sur la capacité de perdurer donc ici dans ce pays, Bezrat Hashem. Voilà, donc on a mis dans le Je chat. voudrais rajouter aussi. Oui. Attendez, excusez-moi, Monsieur Baudin, juste, on a mis dans le chat la chaîne YouTube Osé Shalom où il y a donc le lien pour l'enregistrement. Vous pourrez diffuser l'enregistrement. Vous pouvez, s'il vous plaît, Monsieur Baudouin, renvoyer le lien pour le groupe WhatsApp pour les personnes qui veulent déjà intégrer le groupe là-bas. On Je laissera. l'ai renvoyé. Ah, super, voilà. Je l'ai renvoyé. Super, très bien. Donc, on va là-bas diffuser donc tous les coordonnées, donc vos coordonnées, nos coordonnées. Pour Madame Elisabeth Benamou qui va être à Paris à partir du 19 décembre, si vous voulez la rencontrer, entendre un petit peu son témoignage ou avoir tout simplement des... Il y a beaucoup quoi entendre de Madame Benamou, donc vous pouvez aussi la contacter par notre biais ou par le biais de Monsieur Baudouin et Bezrat Hashem, on pourra faire une rencontre, si Dieu veut. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup pour toutes les informations. Et donc, au plaisir alors. Je voudrais dire un dernier petit mot. En général, comment ça s'appelle? Je vous ai perdu. Voilà, je voudrais juste dire un dernier petit mot si c'est possible. En général, on n'est pas forcément fixé sur la ville où on veut arriver. N'hésitez pas, si vous passez en Israël, vous pouvez me téléphoner, je vous recevrai, je vous ferai visiter et ça sera un plaisir de vous faire connaître cette ville qui est méconnue parce qu'on connaît Tibériade, mais on connaît que par exemple, le bord
du lac pratiquement. Je voulais vous remercier pour toutes les informations, pour le temps que vous avez passé, pour votre parcours qui est exceptionnel, et puis pour toutes les aides que vous nous proposez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Après, je voudrais, moi, poser d'autres questions. Je connais je vous en pas, prie. à part que les Gvarim à Tibériade, où je suis allée une fois il y a très très longtemps. Dans la ville actuelle, est-ce qu'il y a des centres commerciaux? Comment ça se passe? Je sais qu'ailleurs, il y a des canyons. Comment ça se passe à Tibériade pour faire ses courses, pour circuler? Pour circuler, déjà, il y a les autobus. La deuxième chose, ceux qui voyagent, qui circulent en voiture, vous serez pas embêtés avec les embouteillages. Il y en a très peu, à part le matin à 8h de 8h, de 7h30 à 8h30, les heures d'école en général et les retours de travail. Quand on parle d'embouteillage, c'est 10 minutes, un quart d'heure maximum. Hein. C'est un petit morceau de route qui est bloqué et quand on apprend, on sait comment les détourner aussi. Donc ça, c'est relativement facile. Vous aviez posé une autre question, c'était? Pour les courses, le canyon, est-ce qu'il y a des canyons? Est-ce qu'il y a... Non, pour les courses, il y a aucun problème. C'est un petit peu différent généralement des villes que vous connaissez. C'est-à-dire que dans les gens qui viennent de Paris, moi j'ai des gens qui venaient qui me disaient ah mais vous savez moi je voulais faire mes courses, je descendais de la maison, j'avais mon boulanger, j'avais mon épicerie, j'avais ceci à 3 pas. Ici c'est plus des zones commerciales. Bien évidemment, il y a des épiceries de proximité, mais elles sont relativement chères. Il y a 2 zones. Bon, Tibériade est construite surtout sur un coteau, c'est-à-dire que entre la ville basse et la ville haute, vous avez à peu près, vous avez la ville basse c'est à moins 200 mètres, la ville haute elle est à plus 300 mètres. Donc évidemment, vous avez des centres commerciaux en haut, vous avez trois supermarchés en haut avec des prix super abordables, discount, etc. Et un canyon ouvert. Et dans la ville basse, c'est pareil. Vous avez 3 supermarchés avec un canyon. Lui, il est fermé. Par contre, bon, les prix sont un peu plus chers que dans la ville basse que dans la ville haute. Effectivement, les touristes vont plus en bas qu'en haut. Et autrement, sur le plan climat aussi, n'oubliez pas que cette différence d'altitude, on va dire, donne quand même une différence de 6 degrés. C'est-à-dire, autant en été qu'en hiver, on a 6 degrés de différence entre la ville basse et la ville haute. Quand je parle de ville basse et de ville haute, elles sont reliées les deux. Il y a des habitations pendant toute la descente. Une autre particularité que les gens ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler, on est, comment ça s'appelle, à proximité de la ville de Tibériade, aux portes de Tibériade, vous avez quand même la forêt suisse, vous avez une forêt méditerranéenne, bien sûr, mais on peut se balader à la campagne, comme on peut aller dans la verdure, comme on peut aller sur le bord du lac. Bon, c'est aussi un avantage. D'accord. Et quand vous parlez de 6 degrés de différence, quelles sont les températures en hiver et en été? Je vais vous dire, les températures, elles n'ont pas vraiment une grosse importance. Et ça, c'est une grosse erreur que les gens font. OK? Tout ce qui est sur le bord d'Israël, sur le côté côte méditerranéenne, les chaleurs sont moins élevées, à peu près, on va dire 6 degrés, 7 degrés de moins qu'à Tibériade. La seule différence, c'est le taux d'humidité. Et finalement, on transpire énormément quand le taux d'humidité est très élevé. Donc, je vais transpirer beaucoup plus sur le bord de la Méditerranée que je ne vais transpirer à Tibériade, qui est un climat plutôt chaud et sec. D'accord. On est dans des températures, bien évidemment, quand on est dans des hautes chaleurs, on est dans les 40. Quand on est autrement, bon, vous savez, on vit avec l'air conditionné, on n'est pas dans la rue.
la nuit tombe très vite aussi, donc les températures aussi changent. Euh, bon, évidemment, dans les maisons, il y a l'air conditionné. Si vous vivez à Jérusalem, l'air conditionné ne sert pas beaucoup, mais on a besoin de chauffage en hiver. Donc, c'est un petit peu différent. À n'importe quel endroit où vous irez, ça sera différent. Moi, je conseille aux gens, vous avez des choses à faire, vous les faites après 4 heures de l'après-midi. Les supermarchés sont ouverts jusqu'à 10 heures le soir, donc il n'y a aucun problème pour faire ses courses. Dans la journée, en général, on est chez soi ou on est au travail, donc c'est pas c'est la température, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Oui, c'est vrai, je peux donner un témoignage. Cet été, en fait, c'était la première année qu'on était à Tibériade l'été. Moi, je connaissais pas personnellement. On avait l'habitude de venir en tant qu'enfant tous les ans pour pèleriner les saints, mais bon, on restait pas forcément, on restait vraiment un jour comme ça dans les tentes au bord du lac. Et là, en fait, j'ai été agréablement surprise de voir que par rapport à toute la mauvaise réputation qu'a la ville autour justement des températures élevées, eh ben, on est parti, justement, on a dû voyager 2 jours ou 3 jours à Ashdod et j'ai eu la sensation d'étouffer. Exactement pour la même raison que ce que nous a expliqué Monsieur Baudouin, c'est qu'en fait, il y a un taux d'humidité de plus de 70% sur Ashdod, qui est une ville côtière. Et donc, on n'arrivait pas à sortir. À peine on faisait 2 mouvements où on était en eau, on était en transpiration totale. Et en fait, ici, il faisait 40 degrés, mais la chaleur est sèche. Donc, en fait, on sentait pas qu'on transpirait et qu'on étouffait à ce point-là. Alors, chaud, oui, c'est chaud, c'est sûr. Mais j'ai pas souffert de la chaleur. Et pourtant, bon, vous voyez, je suis quand même assez couverte. J'ai pas souffert de la chaleur comme ce que j'attendais souffrir de la chaleur pendant le mois d'août. Et donc, j'ai trouvé que c'était un plus. Maintenant, pour rebondir aussi sur la différence entre la ville du haut et la ville du bas, après, c'est vrai que dans la ville du haut, il y a quand même des atouts par rapport aux températures, par rapport au fait que les loyers sont beaucoup moins chers, la vie est moins chère en haut. Mais si on regarde par rapport en fait à la disposition des Français aujourd'hui, les Français aujourd'hui sont plus au milieu de la ville vers le bas. Et les activités elles se situent autour du Beth Aolé qui est quand même un petit peu vers le bas de la ville. Et je conseillerais, bon après ça c'est vrai qu'il faudra voir avec Monsieur Baudouin, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que je conseillerais quand même d'être proche du Beth Aolé. Qui est en fait la branche de la mairie qui s'occupe de l'intégration, parce que vraiment il y a tout qui se passe là-bas. C'est pas supposé être ça, mais sans le vouloir, c'est un genre de centre communautaire. Les activités pour les enfants se font là-bas. Monsieur Baudouin se trouve là-bas, son bureau est là-bas. C'est vraiment très facile. C'est à côté des synagogues, c'est à côté des supérettes, etc. Donc, et puis c'est aussi très agréable parce que vu que c'est le milieu de la ville, c'est pas trop chaud, c'est pas en bas et c'est pas non plus trop en haut. Donc on se sent pas excentré. Donc voilà, donc après il faut faire le cas par cas et vérifier où est-ce que ça va correspondre le plus à la personne pour son arrivée. Et comme on disait, vu que c'est bien de commencer en location, alors il y a toujours l'opportunité de changer si ça convient pas. Voilà, donc on nous demande le lien pour l'Ulpan. Alors le lien pour l'Ulpan, vous l'aurez donc dans le groupe. Il y a un mail. Monsieur Baudin, vous pourrez récupérer le mail s'il vous plaît pour intégrer la personne à l'Ulpan et annoncer donc les horaires. Voilà, il y a, comment il s'appelle, Monsieur Moyal, je crois. Ah, c'est Monsieur Moyal, Monsieur Jacques Moyal, qui a envoyé. Merci de m'envoyer le lien pour l'Ulpan avec son adresse email. Très bien. Voilà, donc à moins qu'il y ait d'autres questions, je pense qu'on peut conclure. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Ben, merci à vous aussi. C'est très sympa comme initiative et c'est une bonne aide. Et moi, je vais peut-être ajouter, si vous connaissez des gens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. La prochaine fois, c'est une occasion de dire ce que vous avez vécu, votre expérience et de les faire participer à une rencontre, à une prochaine rencontre. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye.